Du coup, Madame Kosinski, pour qu'on démarre, si je vous laisse peut-être introduire ce premier webinaire. Alors, moi, je suis très contente que enfin on arrive au niveau du Grand Est à se réunir, même virtuellement, pour échanger autour d'un sujet qui nous concerne régulièrement et qui nous met dans l'embarras, à savoir ces patientes qui ont un cancer du sein et qui voudraient préserver leur fertilité, mais qui ont une situation complexe du fait d'une tumeur qui est triple négative. Donc, nous avions finalement opté pour 2 séances successives à une semaine d'intervalle avec des présentations de collègues, notamment cette semaine, Madame Sophie Miraillet va pouvoir nous rapporter le résultat d'un PHRC présage, qui était très attendu, ce résultat, pour nous éclairer sur les risques pris éventuellement par nos patientes. Peut-être avons-nous des idées préconçues qui sont fausses, peut-être pas. Donc voilà, nous sommes très heureux de l'accueillir du Grand Ouest au Grand Est pour nous présenter ces résultats. Il était également envisagé des cas cliniques pour illustrer nos difficultés, nos hésitations. Tout n'est pas si simple que cela pour trouver des cas cliniques, notamment Monsieur Majidi, le docteur Majidi, en fait, avait des difficultés à en trouver parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors, d'où vient cette difficulté à en trouver? Peut-être existe-t-il une autorégulation des collègues oncologues qui nous adressent les patientes. Tout cela sera intéressant à discuter dans notre petite réunion virtuelle. Voilà, je repasse peut-être la parole à Monsieur Loumenceau. Merci beaucoup. Donc, nous aurons donc en cas clinique le docteur Pauline Berman du CHR de Mias-Thionville qui interviendra. Mais en attendant, on va commencer avec le docteur Michael Agiopian du CHRU de Nancy qui a une présentation sur les cancers du sein triple négatif et les enjeux de la préservation de la fertilité. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Agiopian. Oui, merci à tous d'être là et puis merci aussi au réseau Néon et puis à Isabelle et à Olivier pour nous avoir permis de nous voir sur ces 2 sessions webinaires oncofertilité concernant le cancer du sein triple négatif. Donc moi je suis pas oncologue et mon côté gynécologique est surtout dédié à l'AMP et à et aux hormonothérapies dans toutes leurs formes. Donc, j'ai essayé de rappeler de manière très simple quelques données importantes, que ce soit épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques du cancer du sein triple négatif. Et puis, je présenterai quelques slides sur les enjeux et les questions que ça pose de manière spécifique et importante autour de la préservation de fertilité, donc dans ces contextes. Et je pense que ça introduira bien et les présentations de cas cliniques d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, et aussi le topo qu'Isabelle nous présentera sur les techniques et les modes de choix des techniques, puisque je pense que je vais poser les questions et que Isabelle nous répondra sur ces données. Alors, comment je passe les diapos. Donc voilà, le plan, vous l'avez bien compris, cancer du sein triple négatif, les enjeux de la préservation de fertilité, et puis un petit message conclusif sur les choses importantes à ne pas louper. Donc le cancer du sein triple négatif, pour rappel, c'est une forme histopathologique spécifique de carcinome mammaire invasif, et donc qui est caractérisé par sa définition comme une absence
de 3 types de récepteurs, récepteurs aux stéroïdes, RE et RP, donc œstrogène et progestérone, et également non-surexpression du récepteur HER2. Donc j'ai mis quasi entre parenthèses, quasi absence de récepteur, puisqu'on a des cas qui sont considérés négatifs, alors qu'on sait qu'on a une toute petite expression au niveau immunohistochimique sur les pièces tumorales de ces récepteurs. Donc le fait, c'est pour introduire la notion que le fait que le cancer du sein soit triple négatif ne veut pas dire zéro récepteur. Donc ça peut avoir une importance par rapport aux discussions sur la suite. Donc, ce sont des tumeurs qui sont associées également à un KI67 élevé, à un index mitotique élevé, et donc qui ont eu un potentiel prolifératif qui est important. Les cancers du sein triple négatif sont aussi fortement reliés sans être bien entendu exclusifs l'un de l'autre, mais sont fortement reliés aux mutations BRCA, notamment aux mutations du gène BRCA1. Si on avance un petit peu sur les fondements épidémiologiques, dans toutes les études, c'est décrit au niveau des nombres, le pourcentage de triple négatifs dans les séries de cancer du sein, autour de 15%, c'est les données nationales et européennes. 10 à 20% dans la plupart des études, mais un chiffre pour retenir que 15%, c'est-à-dire un cancer du sein sur 6 ou 7 est un cancer du sein triple négatif. Donc ça correspond à un peu moins de 10 000 cas par an en France, donc c'est absolument pas quelque chose de négligeable. Alors, il y a des questions qui font effectivement penser que le cancer du sein triple négatif va être un sujet d'autant plus important en préservation de la fertilité qu'il existe une surreprésentation de ce type. Donc, on n'est plus à 15%, on est plutôt à un quart à un tiers de cancer du sein triple négatif chez la population jeune en âge de fertilité, donc la population de moins de 40 ans. Autre aspect important vis-à-vis de la thématique de la préservation de fertilité, c'est qu'on a plus souvent, et ça c'est en relation avec le potentiel prolifératif et le potentiel métastatique plus important des cancers du sein triple négatif, mais on a souvent, le plus souvent en tout cas, des stades plus avancés au moment du diagnostic, et cela nous fait penser à évidemment une intensification thérapeutique qui va être plus délétère fatalement pour la fertilité de la femme qui est porteuse de cette tumeur triple négative. Alors au niveau du projet thérapeutique, j'ai mis les éléments essentiels qui vont être intéressants par rapport au contexte de fertilité. Le plus souvent, on a affaire à des chimiothérapies néoadjuvantes qui sont proposées en projet thérapeutique. Pourquoi chimiothérapie néoadjuvante? Parce qu'on est, on l'a dit, souvent dans des stades avancés. À partir du stade T2 inclus, voire du stade T1C, c'est-à-dire toutes les tumeurs qui font plus de 1 à 2 cm, peut être proposée une chimiothérapie néoadjuvante, d'autant plus qu'il s'agit de patients jeunes. L'objectif de cette chimiothérapie néoadjuvante est un gain de survie, un gain en termes de taux de conservation mammaire à la chirurgie et également à la chirurgie une réduction des séquelles loco-régionales, moins de délabrement. Donc cette chimiothérapie n'est la plupart du temps néoadjuvante, va associer donc plusieurs agents de chimiothérapie, des anthracyclines, donc, qui sont des types agents intercalants, comme l'adriamycine, des agents alkylants, comme le cyclophosphamide, qui est mis en majuscule et en gras, car on va le voir sur les diapositives suivantes, ça va être l'agent qui va être le plus potentiellement délétère pour la fonction de fertilité. Et donc, puis en général, on a des cycles, 12 cycles de taxane, paclitaxel, la plupart du temps, qui correspond à un poison du fuseau.
Donc, alors je ne rentre pas dans les détails du reste de la thérapeutique, mais effectivement, la chimiothérapie est bien entendu associée à un geste chirurgical sur le sein, tumorectomie ou mastectomie associée plus ou moins à un ganglion sentinelle, à une radiothérapie et éventuellement, dans certains cas, à des thérapies ciblées comme les inhibiteurs de PARP si on a affaire à une mutation de BRCA1 ou au Trodelvy qui vient d'être introduit dans les formes métastatiques, les formes avancées de cancer du sein triple négatif. Et bien entendu, les soins de support qui sont associés à l'ensemble de ces thérapeutiques à visée antitumorale. Donc maintenant, si l'on revient aux enjeux de la préservation de fertilité dans ces contextes, la première chose qu'il faut voir, c'est que ce sont des situations en hausse. Alors la préservation de fertilité, j'aime à le rappeler, il s'agit de maintenir l'objectif, de maintenir le potentiel de reproduction d'un individu dans le temps lorsque celui-ci est menacé. Donc c'est un enjeu majeur dans les décennies à venir et actuellement, mais c'est ce qu'on dit depuis des années, parce qu'il y a une incidence du cancer en augmentation, parce que, et ça heureusement, il y a une amélioration de la survie et donc des contextes de potentiel de désir de parentalité au décours d'un traitement et des grossesses qui sont plus tardives, donc qui vont également entraîner des désirs de parentalité au décours du traitement parce que ceux-ci n'ont pas été réalisés, n'ont pas eu le temps d'être réalisés avant malheureusement le diagnostic de cancer du sein en l'occurrence. Les menaces sur la fertilité dans le cancer du sein et plus particulièrement dans le cancer du sein triple négatif, c'est premièrement la gonadotoxicité des chimiothérapies. Celle-ci, je le rappelle, est très dépendante et des molécules. Donc vous voyez un cyclophosphamide qui a une gonadotoxicité élevée. Adriamycine et le paclitaxel ont des gonadotoxicités plus modérées, donc dépendant des molécules et dépendant de la dose cumulée. C'est en ce sens que bien connaître le projet de soins, je le redirai dans le take-home message, mais bien connaître le projet de soins lorsque l'on voit en fertilité les patientes qui vont bénéficier d'un traitement, c'est très important pour nous, ça fait partie du dialogue onco-fertilité. La deuxième problématique, la deuxième menace, grande menace sur la fertilité, c'est le temps. Le temps, c'est-à-dire le temps d'attente par rapport à un projet de parentalité qui va être demandé, soit par la durée des traitements. On peut le voir, alors là c'est un peu moins le cas, mais notamment dans le cadre des hormonothérapies que l'on peut poursuivre plusieurs années, même au-delà de 5 ans, mais également le délai à la grossesse par rapport au risque de récidive notamment, et c'est souvent le cumul des facteurs, notamment lorsqu'on a une patiente de plus de 30 ans qui va avoir des chimiothérapies toxiques avec des doses élevées, et à qui on va demander du temps par rapport à la grossesse. Donc l'ensemble de ces facteurs va faire que les chances de fertilité au décours de traitement dans le cadre d'un désir de parentalité peuvent être largement diminuées. Alors les méthodes, je ne vais pas du tout les détailler, c'était vraiment pour introduire, je pense, le propos d'Isabelle. Donc on sait très bien, il y a la conservation d'ovules, alors que l'on obtient soit par une stimulation ovarienne, soit par maturation in vitro, qui reste quand même une procédure expérimentale, ovocytes avec lesquels soit on peut faire des embryons afin de faire une cryoconservation du couple, soit congeler directement les ovules matures, les ovocytes matures, pour une réutilisation et une préservation de la femme en tant que telle. Le cortex ovarien est une autre méthode qui tient de plus en plus à s'installer dans les mœurs comme une méthode hors non expérimentale et rentrant dans une pratique
plus courantes. La préservation dite médicamenteuse ne doit pas être considérée, l'utilisation d'agonistes du GnRH ne doit pas être considérée comme une mesure active, en tout cas ne peut pas être considérée comme une mesure active de préservation de fertilité. Les chances, donc, qu'est-ce qu'on espère? C'est du potentiel de fertilité en vue d'un enfant à naître au décours des traitements. Donc, il y a un mot qui a sauté. Donc, le nombre d'ovocytes est une notion congelée, est une notion très importante, quelle que soit l'origine, donc maturation in vitro ou ovocytes ponctionnés donc après stimulation. Le cortex permet pour l'instant uniquement la regreffe, mais permettra éventuellement un jour de pouvoir faire maturer tous ces follicules primordiaux contenus en sein des petits fragments qui ont été congelés et pourront permettre de s'affranchir et de la limitation de nombre et de la limitation vis-à-vis de la réintroduction éventuelle de la maladie oncologique. Et tout ceci est bien entendu à déterminer, enfin, est fait en alternative, soit une fertilité spontanée parce que finalement le traitement et la durée du traitement n'auront pas été si délétères que cela, soit au don d'ovocytes, qui est toujours la solution entre guillemets de dernier recours. Je passe sur la fonction endocrine, effectivement, qui n'est conservée dans cette histoire que dans le cadre d'une grève de cortex. Il vous reste 2 minutes, alors, monsieur Agopians. Merci. Eh ben, c'est parfait, il me reste 2 diapos. Donc les risques, donc c'est toujours le délai au traitement oncologique et donc ça fait partie de la discussion onco-fertilité. Donc ça existe lors de la cryopréservation d'ovocytes et d'embryons sur ovocytes matures, étant donné qu'il faut le temps de la stimulation. L'hyperœstradiolémie, donc qui existe dans les mêmes contextes. Alors les questions à se poser, c'est quel est l'effet de cette hyperœstradiolémie sur la progression et sur la récidive, donc progression si on est en néoadjuvant et sur la récidive, y compris en situation adjuvante. Donc, quel est le surrisque lorsqu'on a un cancer en place en situation néoadjuvante et est-ce que ce surrisque existe toujours dans le cadre des tumeurs triple négatives, étant donné qu'elles expriment soit pas, soit très peu les récepteurs hormonaux. La question de la greffe de cortex est toujours la réintroduction de la maladie oncologique, même si le cancer du sein n'est vraiment pas la situation la plus à risque. Alors, le take-home message, c'est vraiment un message général. C'est la consultation, le rappel de la consultation d'AMP systématique si la patiente a moins de 40 ans ou si elle le souhaite même après 40 ans. Une évaluation des marqueurs de réserve ovarienne AMH et CFA. L'importance de bien connaître le projet de soins dans la discussion entre l'oncologue et le spécialiste de la fertilité, notamment du type et de la dose de chimiothérapie cumulée. Et la discussion autour de la cryoconservation d'ovocytes ou d'embryons sur ovocytes matures en situation néoadjuvante et la place de la MIV et de la cryoconservation de tissus ovariens dans ces mêmes situations. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux échanges. Donc pour les participants, vous avez une petite main que vous pouvez lever pour intervenir. Et Johanna vous ouvrira votre micro. Voilà. Et j'ouvre le micro des intervenants. Voilà. Je vous laisse donc échanger. Merci beaucoup, Michael. Je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Michael, pour ton topo. Je n'ai pas pu être présent au tout début, j'étais un petit peu en retard, mais j'ai écouté tout ton topo en entier. C'était un très joli topo introductif présentant effectivement un petit peu tout ce qu'on pouvait faire dans le cadre du cancer du sein triple négatif. Je voulais revenir peut-être un petit peu avec toi sur la notion d'âge auquel tu le proposes. On avait effectivement mis dans le réseau Néon 40 ans dans nos recommandations. C'est toujours un petit peu débattu. Dans le cadre du triple négatif, ce sont plus des patientes plus jeunes.
le plus souvent. Est-ce que tu penses que ce 40 ans est toujours valable pour le triple négatif, ou est-ce que tu penses qu'il faudrait baisser un petit peu plus cet âge? Voilà, quel est ton point de vue? Ok, merci Olivier. Historiquement, quand on était encore sur Oncolor, notre référentiel avait été noté 38 ans. Moi, j'ai toujours été personnellement persuadé qu'il fallait remonter au moins à 40 ans cette limite, non pas pour effectivement mener dans toutes les situations au bout une méthode de préservation de fertilité, mais au moins pour informer, discuter, faire le suivi et de ces femmes, même en l'absence de projet de préservation de fertilité effective et immédiate. C'est-à-dire qu'on peut, nous, on est amené parfois à avoir des patientes qui ont 40, voire 41, voire 42 ans, où on discute effectivement que les choses vont être très difficiles. On peut leur ouvrir des perspectives sur le don d'ovocytes, on peut leur ouvrir des perspectives sur des prises en charge hors de France. Maintenant, avec le nouveau décret qui dit qu'on peut bien réutiliser l'ensemble du matériel éventuellement congelé jusqu'à 45 ans, ça ouvre aussi des perspectives au niveau du temps donné à la réutilisation. Donc, je pense que la limite de 40 ans est bien et qu'en tout cas, on doit ne pas empêcher de patientes qui souhaiteraient, au-delà de cet âge, pour ne pas que ce soit un âge fatidique, de venir nous voir. Très bien. Merci beaucoup pour ta réponse. Il y a d'autres questions peut-être? Alors, je ne crois pas que quelqu'un ait levé la main parmi les participants. Alors, on va enchaîner. On va passer à du docteur Sophie Mirallier-Nussbaumer du CHU de Nantes. Donc, merci. Alors, tout d'abord, je voulais remercier Olivier et Isabelle de m'avoir conviée à cette session sur la préservation de fertilité dans le cancer du sein. Et donc, j'en profite pour vous présenter les résultats du protocole Présage qui sont en cours de publication, donc qui était un protocole qu'on avait mis en place avec nos collègues de l'Institut de cancérologie de l'Ouest sur la préservation de fertilité dans le cancer du sein chez des jeunes femmes en situation de chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante avec une stimulation associant du tamoxifène. Donc, les inclusions ont été réalisées de février 2014 à juillet 2017 et il y a 6 centres qui ont participé, qui sont des centres associant cancérologie et assistance médicale à la procréation. L'objectif principal, c'était de regarder la faisabilité de la stimulation et le nombre d'ovocytes prélevés par patiente incluse, avec comme objectif secondaire le délai moyen avant le début de la chimiothérapie pour vérifier qu'on n'était pas délétère sur la prise en charge oncologique de la patiente, le nombre et la qualité des ovocytes et des embryons conservés, l'impact de cette stimulation sur la récidive et la survie à 5 ans, et puis le nombre de grossesses. Donc, le design de l'étude, on proposait l'inclusion dans le protocole chez des jeunes femmes âgées de 18 à 40 ans, atteintes d'un carcinome mammaire infiltrant, sans métastase, avec un bilan hormonal qu'on avait mis volontairement assez large, c'est-à-dire une réserve ovarienne pas forcément très importante, avec une hormone antimullérienne supérieure ou égale à 1 nanogramme par millilitre, et puis un compte de follicules en trop supérieur ou égal à 5. On avait comme critère d'exclusion donc les antécédents de cancer et les antécédents thromboemboliques, puis la grossesse en cours, bien sûr. Donc, le principe, c'était les oncologues adressent le plus rapidement possible à la consultation d'assistance médicale à la procréation. Donc, il y a 101 patientes qui ont été incluses dans le protocole et donc les analyses que je vais vous présenter portent sur 95 patientes puisqu'il y a eu un certain nombre d'échecs d'inclusion et de patientes qui ont retiré leur consentement. Dans notre protocole, donc, la stimulation associait donc, des gonadotrophines recombinantes à la dose laissée à discrétion des centres d'AMP avec 60 mg par jour de tamoxifène, donc pour contrer l'effet
négatif possible de l'hyperestrogénie sur les cellules réceptives aux estrogènes, une freination par antagoniste de la GnRH et un déclenchement soit par HCG, soit par agoniste de la GnRH en fonction du risque d'hyperstimulation. On s'était appuyé sur les données de la littérature concernant stimulation dans le cancer du sein et puis adjonction soit de tamoxifène, soit de létrozole à la stimulation, en choisissant le tamoxifène puisqu'il a l'AMM pour être utilisé chez les jeunes femmes non ménopausées atteintes d'un cancer du sein. On avait fait 3 types de protocoles de stimulation en fonction de la phase du cycle pour gagner du temps sur la stimulation, pour essayer de retarder le moins possible le début de la chimiothérapie, en différenciant phase folliculaire précoce, phase folliculaire tardive, ou bien un protocole de stimulation en phase lutéale. Les patientes qui ont été incluses, donc en moyenne, elles étaient âgées de 31 ans et demi au moment du diagnostic. Presque la moitié d'entre elles n'avaient pas d'enfants. Globalement, la réserve ovarienne était satisfaisante avec en moyenne un taux d'hormone antimullérienne à 4,5 nanogrammes par millilitre et un CFA à 21 et quelques. Les patientes devaient bénéficier d'une chimiothérapie classique, 3 FEC puis 3 taxotères en général. Les caractéristiques tumorales, donc l'immense majorité présentait des carcinomes canalaires infiltrants pour presque 94% des patientes, avec des grades 2 et 3 dans l'immense majorité aussi, puisque c'est des formes souvent un peu plus agressives chez les femmes jeunes. Les récepteurs hormonopositifs aux estrogènes, c'était 67% des patientes, et puis presque 38% d'entre elles devaient bénéficier d'une chimiothérapie néoadjuvante. Les triples négatifs représentaient 26% des patientes à peu près. Et puis, a posteriori, on a eu les informations sur le portage des mutations BRCA1, BRCA2. Pas pour toutes les patientes, mais en tout cas pour celles où on avait l'information, c'était finalement 23% des patientes qui étaient mutées. Alors, le taux de succès de la procédure, presque 90% des patientes ont eu la conservation d'au moins un ovocyte ou un embryon. En moyenne, il y a eu 9,8 ovocytes matures vitrifiés après une durée de stimulation d'à peu près 10 jours, donc assez classique. Lorsque les patientes le souhaitaient, on a on acceptait d'adjoindre une vitrification embryonnaire ovocytaire, sous réserve qu'on ait pu congeler au moins 8 ovocytes matures pour la patiente, pour se mettre à l'abri des séparations de couple et puis des préservations de fertilité qui ne pouvaient être réutilisées par la patiente après. On a eu à peu près 10% d'échecs de procédure, donc avec des patientes qui n'ont pas eu de ponction, essentiellement des défauts de recrutement, puisqu'on avait donc des critères d'inclusion qui étaient assez souples sur la réserve ovarienne. Une fois, c'était un défaut de recrutement parce que la dose qui a été choisie n'était pas suffisante. On a eu peur de l'hyperstimulation et du coup, la patiente n'a pas répondu. Donc, quand on compare avec ce qui a été publié dans la littérature, nos résultats sont cohérents avec ce qui a été publié dans la littérature, avec, vous voyez, pour les études plus récentes qui s'intéressent à la vitrification ovocytaire, ils avaient aux alentours un peu plus d'ovocytes vitrifiés matures que nous, ou à peu près le même nombre. Pour les études qui concernaient la vitrification embryonnaire, c'était des choses qui étaient plus anciennes, et donc c'était à peu près la même chose que ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire 3,7 embryons par patiente, sachant que c'était des vitrifications au stade blastocyste. La réponse à la stimulation des patientes était la même que celle des patientes non atteintes de cancer, et dans la littérature, il y a un certain nombre d'études qui montrent la même chose, c'est-à-dire pas de différence entre patientes atteintes d'un cancer du sein et patientes non atteintes d'un cancer du sein. Il n'y a pas eu de différence dans ce qu'on a observé, selon que les patientes devaient bénéficier d'une chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante, pas d'impact sur la réponse à la stimulation, pas de différence dans les critères des caractéristiques démographiques des patientes, et on n'a pas eu de différence de nombre d'ovocytes obtenus, de nombre d'embryons, en fonction du type de stimulation, c'est-à-dire de la phase du cycle dans laquelle on avait démarré la stimulation. Et ça, ça avait été également mis en évidence dans la littérature, pas par tout le monde, mais par un certain nombre d'études.
Concernant les délais avant le début de la chimiothérapie, les patientes qui devaient bénéficier d'une chimiothérapie adjuvante, donc entre le moment où elles ont eu leur chirurgie et le moment où la chimiothérapie a pu être initiée, il s'est passé 6,2 semaines en moyenne. Pour les patientes en situation néoadjuvante, on a regardé le temps de la première consultation de l'oncologue au début de la chimiothérapie qui était de 3,6 semaines. Il n'y avait pas de différence en fonction du type de stimulation, phase folliculaire précoce, phase folliculaire tardive ou phase lutéale. Donc, ça n'a pas eu d'impact sur la prise en charge en chimiothérapie. Si on compare ça avec ce qui est publié dans la littérature ou avec les recommandations, en situation adjuvante, les recommandations de l'INCa, c'est moins de 12 semaines entre la chirurgie et la chimiothérapie. Donc là, avec nos 6,2 semaines, on est bien au raccord avec ces recommandations, sachant qu'en général, on essaye plutôt d'avoir un délai de moins de 8 semaines, puisque les recommandations internationales sont plutôt dans ce sens-là, avec des surrisques si la chimiothérapie commence plus de 8 semaines après la chirurgie. Concernant la chirurgie, les patientes qui devaient avoir une chimiothérapie néoadjuvante, donc elles ont été prises en charge pour leur chimio dans les 25 jours en moyenne qui suivaient la première consultation, ce qui est cohérent et même plutôt plus rapide que ce qui a été décrit dans la littérature, puisque dans 2 études où il comparait patientes ayant fait une préservation de fertilité, patientes sans préservation de fertilité dans un contexte de chimio néoadjuvante, c'était aux alentours de 38 à 40 jours dans les 2 indications pour la mise en place de la chimiothérapie. Donc, si on veut gagner du temps pour la mise en place de la chimiothérapie, il y a les alternatives qui ont été évoquées tout à l'heure, de maturation in vitro qui fait gagner un petit peu de temps, ou éventuellement de congélation de tissu ovarien qu'on ne fait pas dans notre pratique quotidienne dans la préservation de fertilité dans le cancer du sein. Quel a été l'impact de la procédure sur le taux de récidive et le taux de survie? Donc là, on est à un suivi médian de 46 mois, puisque comme les dernières inclusions étaient en juin 2017, on n'a pas encore les 5 ans pour ces patientes-là. Le taux de survie à 5 ans qui a été évalué par les statisticiens à partir du suivi médian sur les 46 mois, ça sera 89%, avec un taux de survie sans rechute à 5 ans de 79%. Quand on regarde dans la littérature, chez des jeunes femmes atteintes de cancer du sein sans préservation de fertilité, la survie à 5 ans, c'est 90% si elles ont moins de 45 ans, 85% si ce sont des patientes plus jeunes qui ont des formes plus invasives. Donc, on n'a pas l'air d'avoir d'effets négatifs du fait d'avoir bénéficié d'une préservation de fertilité sur la survie sans récidive et le taux de survie. Les études de sécurité à long terme présentées dans la littérature concernant la préservation de fertilité dans le cadre du cancer du sein sont plutôt rassurantes, puisque donc il n'y avait pas des taux de récurrence qui étaient équivalents en néoadjuvant et en adjuvant dans la première publication de Kim. Dans les publications plus récentes, celle de 2021 des Suédois qui compare une cohorte assez importante de patients ayant bénéficié d'une préservation de fertilité dans le cancer du sein montre qu'il n'y a pas d'impact négatif de cette prise en charge sur la survie à 5 ans. Les grossesses maintenant, donc les patientes ont été autorisées par leurs oncologues à s'exposer à la grossesse, en général au moins 2 ans après la fin des traitements de chimio et de radiothérapie, avec une autorisation d'une fenêtre dans l'hormonothérapie pour celles qui avaient une hormonothérapie. À ce jour, il y a 12 enfants qui sont nés chez 10 patientes, donc il y en a 2 qui ont eu 2 grossesses à terme. 4 patientes ont présenté des fausses couches. Concernant la réutilisation des ovocytes ou embryons conservés, 4 patientes ont demandé la réutilisation de leurs gamètes embryons à ce jour. Il y en a une qui a une grossesse évolutive en cours, qui a encore des embryons congelés. Et puis, il y a eu 3 échecs de prise en charge. Il y a un certain nombre de demandes qui sont à l'heure actuelle encore en attente.
Dans la littérature, la réutilisation des gamètes et des embryons survient en moyenne 5 ans après la conservation. Les patientes ne réutilisent pas toutes leurs ovocytes et leurs embryons puisqu'il y a quand même un certain nombre de grossesses spontanées qui n'est pas négligeable chez les patientes qui ont été prises en charge pour un cancer du sein. Et l'étude dont je vous parlais tout à l'heure des Suédois là, de 2021 a regardé donc si les patientes, enfin le pourcentage de grossesse chez les patientes qui avaient eu une préservation de fertilité versus celles qui n'avaient pas eu de préservation de fertilité. Donc il y a plus de grossesse chez les patientes qui ont eu une préservation de fertilité. Ces grossesses peuvent survenir après assistance médicale à la procréation, mais pas seulement, puisque presque la moitié des enfants ont été conçus spontanément. Plus de la moitié des enfants ont été conçus spontanément chez ces patientes. Je vous disais donc que les réutilisations sont en stand-by à l'heure actuelle, puisqu'on a eu la surprise de découvrir par hasard au printemps qu'il y avait eu une mise à jour des RCP du Nolvadex, du tamoxifène dans le Vidal, une modification qui concernait la recommandation de décaler la période d'autorisation de grossesse après l'arrêt du tamoxifène. Dans les patientes qu'on a prises en charge devaient faire un wash-out de 3 mois de tamoxifène avant de pouvoir s'exposer à la grossesse. Donc les recommandations maintenant, c'est 9 mois. Et il y a eu également une alerte sur le caractère génotoxique du tamoxifène qui s'appuie sur des techniques, des publications toxicologiques anciennes qui datent de 93 et de 2001, qui existaient déjà quand on avait mis en place le protocole, qui montrait une génotoxicité via des mécanismes anogènes et clastogènes chez le rat et in vitro. Donc, du coup, le CPP du protocole a suspendu les réutilisations d'ovocytes et d'embryons conservés. On a alerté la NSM en leur disant que fait-on maintenant que nos patientes ont bénéficié d'une préservation dans ce contexte-là, sachant qu'il n'y a aucun avertissement en pratique clinique sur des grossesses obtenues après tamoxifène sur des délais plus courts. Il n'y a pas d'alerte au CRAT. Et que vous savez que le tamoxifène était régulièrement utilisé en induction de l'ovulation, notamment dans les SOPK, en alternative ou du citrate de clomifène. Donc il y a eu des réunions, un certain nombre de réunions à la NSM, réunions à l'Agence de la biomédecine avec des experts du CRAT. Tout le monde semble être plutôt rassuré sur le risque pour nos patientes et on attend donc un nouveau feu vert de la NSM pour pouvoir mettre en place les réutilisations. La patiente qui est enceinte va très bien, son bébé aussi. Donc on croise les doigts pour la suite. Donc les perspectives d'avenir, c'est que du coup, on ne fait plus de préservation de fertilité avec du tamoxifène, donc on fait nos préservations de fertilité pour les patientes qui ont un cancer du sein avec une chimiothérapie adjuvante sans tamoxifène, en faisant une stimulation classique. On est un peu embêté pour les néoadjuvantes parce que ça stresse les oncologues de faire comme ça. Donc on réfléchit à la MIV ou alors à se remettre à faire comme on faisait avant qu'il y ait des vitrifications ovocytaires, des conservations de tissus ovariens. Donc ça, c'est une affaire à suivre. En tout cas, il faut continuer néanmoins à promouvoir la préservation de fertilité puisque tout le monde ne parle pas encore de préservation de fertilité à ces patientes. Une piste à suivre, c'est probablement l'utilisation du létrozole puisqu'il y a de nombreuses données rassurantes sur son utilisation dans les stimulations dans le cadre du cancer du sein et que les recommandations de l'ASCO 2018 et les recommandations des experts européens pour la préservation de fertilité dans le cancer du sein, c'est stimulation avec des gonadotrophines plus du létrozole. Donc, on espère qu'il va y avoir des protopopulations. On avait proposé Présage 2 avec létrozole versus tamoxifène qui a été retoqué. Donc, peut-être qu'on va réessayer avec le létrozole. Et puis qu'on espère pouvoir l'utiliser en France à l'avenir dans un cadre légal. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions ou vous voulez participer, c'est toujours le même principe. Vous levez la main et puis on vous ouvre vos micros. Voilà.
Merci beaucoup, Sophie, pour cette belle présentation. Merci beaucoup. Juste par rapport à Présage 2, si je peux me permettre de poser une toute petite question. Présage 2, tu avais commencé. Il a été retoqué plus récemment à cause de ce qui s'est passé pour Thanos? On avait prévu de faire Présage 2. On a présenté le PHRC, donc, auquel un certain nombre de gens étaient d'accord pour participer, hein, et malheureusement, oui. on n'a pas eu l'accord. D'accord. D'accord. C'est sans jeu de mots. On ne sait pas si on va. En fait, on était un peu déçus, Ouais. à vrai dire. Donc, on ne sait pas si on va repartir sur une nouvelle présentation d'un nouveau protocole encore. Sur quel motif il avait été retoqué? Je ne sais plus. Ouais. Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était parce que le létrozole n'avait pas l'AMM chez les patientes non ménopausées. Mais bon, c'est vrai que quand on voit l'étendue des publications dans la littérature, c'est un peu désespérant, quoi. Oui, complètement. À vrai dire. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous aviez vu, vous, les nouvelles recommandations pour le tamoxifène, mais en fait, personne n'était au courant. On s'est rendu compte de ça par un pur hasard. Et c'est vrai qu'on ne disait pas du tout aux patientes d'avoir un wash-out si long avant de s'exposer à la grossesse. Alors moi, j'ai dû le recevoir par la pharmacovigilance qui envoie des mails effectivement de modification de AMM. Ouais. Et par contre, je pensais pas que ça avait eu une influence parce que finalement, ça changeait que de quelques mois en fait l'autorisation pour avoir un bébé, mais pas pour préserver. Je n'avais pas compris ça comme ça. Comme dans les vieilles études, là, alors ils mettaient qu'il y avait un risque de carcinogénèse hépatique, alors pas sur la descendance, mais sur les rats qui prenaient du tamoxifène avec des doses colossales, hein, c'était jusqu'à 50 mg par kilo par jour pendant 1 an, 2 ans, enfin, ce qui n'a rien à voir avec 60 mg par jour chez une femme de 60 kg pendant 10 jours. Donc c'est vrai que voilà, pour l'instant, par mesure de précaution, le CPP a arrêté les réutilisations, mais on voit mal comment on va dire à ces patientes qu'elles ne peuvent pas réutiliser leurs ovocytes dans ce contexte-là, quoi. Surtout que, comme tu le dis, il n'y avait rien de nouveau dans la littérature. Ça n'a pas été quelque chose de récent. On ne sait pas pourquoi ils se sont réveillés maintenant. Quelque chose qui est ressorti un petit peu. Bon, après, c'est bien de faire attention, hein, on est bien d'accord. Après, pour l'instant, on n'a pas de réponse officielle des instances, mais tout le monde avait l'air très rassurant sur l'utilisation de ces ovocytes et l'autorisation de continuer à faire les réutilisations. Et puis, votre étude avait quand même le gros bénéfice d'être la seule étude avec du néoadjuvant. Hein. Et maintenant, on est, je pense que c'est pareil à Nantes, mais on est face à de plus en plus de cas de chimiothérapie néoadjuvante, même hors triple négatif en fait. Hein. C'est largement plus que 37% chez nous à Strasbourg. Hein. On a dû monter à 75%, je pense. Oui, parce que les données maintenant, elles ont déjà 5 ans, les dernières inclusions. Donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chimio néoadjuvantes et on est embêté pour ces patientes-là, du coup. Tout à fait. Voilà. À suivre. Affaire à suivre, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va passer je crois qu'il n'y a pas qu'il y ait de questions, donc on va passer au cas clinique du docteur Berman. Alors, bonjour. Merci d'avoir pensé au centre d'AMP de Metz pour présenter un cas clinique sur ce sujet du cancer du sein triple négatif. Donc moi, je vais vous présenter le cas. Voilà, c'est un cas particulier, on va dire. Il s'agit de Madame C qui a actuellement 38 ans et demi. C'est un couple qui avait consulté notre centre pour la première fois en janvier 2018 à l'âge de 35 ans pour Madame, pour une infertilité primaire du couple qui évoluait depuis juin 2016, donc au bout de 2 ans et demi d'infertilité. Non, 1 an et demi, excusez-moi. Les cycles de Madame étaient alors de 25 à 30 jours. Elle ne présentait pas d'antécédents médico-chirurgicaux notables. Les paramètres de fertilité montraient des trompes perméables, une hystérosalpingographie normale. Et le compte des follicules en trop était à 10 avec une hormone antimullérienne à 0,48 nanogrammes par millilitre. Chez son conjoint âgé de 32 ans à l'époque, on retrouvait une cryptozoospermie
et on a donc orienté ce couple en fécondation in vitro avec micro-injection d'indication mixte, à la fois l'insuffisance de réserve ovarienne suspectée chez madame et la cryptozoospermie chez monsieur. J'arrive pas à passer la diapo. Ok. Alors, ce couple avait bénéficié de 3 tentatives d'ICSI. Une première en juin 2018 qui avait permis de recueillir 4 ovocytes, un seul mature qui avait pu être micro-injecté, un embryon transféré qui n'avait pas abouti à l'obtention d'une grossesse. Par la suite, en octobre 2018, elle a bénéficié d'une deuxième tentative avec un protocole agoniste court qui avait donné 4 ovocytes. Les 4 étaient matures, avaient pu être micro-injectés, mais on n'avait pas obtenu de blastocyste, donc il n'y avait pas eu de transfert. En février 2019, elle avait bénéficié de sa 3e tentative, un protocole antagoniste cette fois-ci, qui avait permis d'obtenir 3 ovocytes, dont un mature et pas d'embryon. Le don d'ovocytes avait donc été évoqué dans ce couple, mais les 2 membres du couple signalaient souhaiter une 4e tentative d'ICSI et ils avaient été vus en mars 2019 dans ce but. Par la suite, on les a perdus de vue et ils sont revenus consulter notre centre au mois d'août 2020 parce que madame avait présenté entre-temps un cancer mammaire, un carcinome du sein triple négatif, opéré en mai 2019 par mastectomie totale avec procédure du ganglion sentinelle et qui était N0. Alors, elle n'a pas été opérée dans notre centre et il n'avait pas été évoqué de consultation de préservation de la fertilité à ce moment-là, mais je pense qu'il avait surtout été discuté avec le chirurgien cancérologue du fait qu'ils étaient en échec d'ICSI. L'anapathe retrouvait un carcinome trifocal de 5, 9 et 10 mm, canalaire infiltrant SBR avec des lésions diffuses de carcinome in situ R0. Le KI67 était entre 20 et 25% et il n'y avait pas de récepteur HER2 et récepteur hormonaux négatifs. À noter que la patiente en fait était suivie par sa gynécologue de ville depuis 2018 pour des nodules mammaires post-stimulation. Mais bon, on n'a pas de preuve de l'implication des stimulations ovocytaires dans le carcinome. Une consultation oncogénétique avait été faite à l'époque qui retrouvait un BRCA1 négatif et pas de prédisposition génétique à ce cancer. Elle a bénéficié par la suite de 3 cures de chimio-adjuvante par FEC, puis 12 Taxol. Elle a commencé en décembre 2019 et terminé en mars 2020. Elle a bénéficié aussi d'une radiothérapie en février 2020. Je n'arrive pas à avancer la diapo. En août 2020, ils viennent donc nous voir cette fois-ci pour envisager du don d'ovocytes. L'accueil d'ovocytes est accepté dans notre centre dans la mesure où la patiente est jeune et en rémission, mais le souci c'est qu'elle est en aménorrhée puisqu'on était sur une insuffisance de réserve ovarienne préexistante à la chimiothérapie avec des bouffées de chaleur, un utérus de petite taille. Il y aurait une indication de mise sous climaston, mais son oncologue nous contre-indique dans l'immédiat la mise en place d'un traitement hormonal, en tout cas au mois d'octobre 2020, parce qu'il considère qu'il y a un risque de jusqu'à 10% de récepteurs hormonaux dans la mesure où en France, récepteurs hormonaux négatifs, le cut-off, il est à 10% pour dire négatif. En août 2020, son oncologue, il autorise la grossesse, mais ne se prononce pas pour autoriser le traitement hormonal substitutif de façon individuelle. Et il souhaite que cette décision soit prise de façon collective. Donc, elle est passée en RCP dans notre centre de cancéro, là, très récemment, le 6 octobre 2021. Et les participants de la RCP autorisent la grossesse 3 ans après la fin du traitement, soit en février 2023, chez cette patiente qui aura déjà plus de 40 ans. Et demander qu'on fasse une écho cardiaque. Donc, c'est vrai que nous, on se retrouve dans une situation où on se demande si on ne pourrait pas réduire ce délai à 2 ans et on
on s'était demandé si on n'allait pas également proposer le dossier à la IRCP, donc aux fertilités de la région PACA. Donc, je ne sais pas si vous avez des idées sur ce cas, des suggestions à nous faire. Alors, je vais ouvrir les micros. Vous levez la main. Alors. Normalement, tout le monde a son micro allumé. Là. Je vais laisser peut-être répondre un petit peu les autres personnes pour ne pas parler tout seul. Mais oui, alors il y a Madame Isabelle Konarski qui a levé la main, mais a priori le son est désactivé chez vous. On m'a dit qu'il faudrait rentrer le code PIN. Ouais. Comme vous êtes par téléphone. Mais allez-y, Monsieur Pirello, en attendant hein, que ça fonctionne. Alors, effectivement, c'est pas très. Moi, ce qui me paraît assez contradictoire, c'est d'autoriser une grossesse et en même temps d'interdire le THS chez cette patiente qui est ménopausée. Soit il lui autorise une grossesse, soit effectivement, et à ce moment-là, le THS qui va avec, soit rien du tout, parce qu'il y a visiblement une méconnaissance de l'oncologue là sur le fait que la grossesse va apporter beaucoup plus de progestérone et d'œstrogène que le THS qui est nécessaire chez cette patiente qui a des bouffées de chaleur. Donc effectivement, là, je pense que ça nécessite très certainement une petite explication avec une petite discussion avec l'oncologue. Après, effectivement, quant au délai de 2 ans, c'est ce qui semble être actuellement dans les recommandations. Je pense que bon, voilà, c'est un cas un peu particulier. Il serait intéressant d'avoir tout de même, voilà, aussi l'avis des oncos. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression. On a des oncologues dans l'assemblée, je ne crois pas. Non, hein, Frédéric me confirme qu'il n'y a pas d'onco aujourd'hui. C'est un petit peu dommage, c'est ce qui nous manque pour dire qu'il faut le placer à 2 ans, parce que effectivement c'est des recommandations générales, mais voilà, chaque cas est particulier et ça mérite quand même qu'il y ait un autre oncologue qui aille à l'encontre de cette mesure de 3 ans. C'est vrai que la IRCP de OncoPACA est très intéressante pour discuter de ce genre de cas, on peut tout à fait les présenter, mais il n'y a pas non plus, à ma connaissance, beaucoup d'oncologues qui se prononcent sur cette IRCP, mais c'est plutôt des FIVistes. Hein. D'accord. Voilà. Normalement, Madame Konarski, vous pouvez parler. Oui, je voulais vous remercier pour ce cas qui pose vraiment tous les soucis en même temps. C'est bien pour rencontre. Et en fait, je me disais, alors, si ce couple s'embarque dans un programme de don d'ovocytes, devons-nous aller jusqu'à éventuellement réaliser le don d'ovocytes, congeler les embryons, attendre les 3 ans en question pour pouvoir ensuite les transférer, ou bien devons-nous également penser à une réduction du nombre d'ovocytes attribués de façon à ne pas avoir beaucoup d'embryons surnuméraires. Enfin, je me disais, on rajoute encore une complexité dans la prise en charge de ce couple. C'est sûr, c'est une prise en charge complète. Les incompréhensions, c'est un peu le souci, c'est qu'on les connaissait avant ce problème de cancer du sein et qui souhaitaient déjà un bébé bien avant. Donc vous seriez partant pour les prendre en charge maintenant, congeler les embryons et dès que feu vert, transférer les embryons en fait. Après, maintenant, plus tard, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'importance parce que c'est du don d'ovocytes, de l'accueil d'ovocytes. Elle a pour l'instant 38 ans et 6 mois, mais elle aura des ovocytes, que ce soit 2 ans après la fin du traitement ou 3 ans après la fin du traitement. On lui mettra des ovocytes de femmes plus jeunes, quoi qu'il en soit. J'avais compris qu'il y avait aussi un problème de sperme qui était très limite. Donc l'idée, c'est de ne pas se retrouver avec un double don.
Oui, c'est vrai qu'il y a la crypto, je n'ai pas pensé aux dégradations des paramètres spermatiques possibles. Ça, c'est à discuter. La patiente, qu'est-ce qu'il en pense de ce grand délai que lui impose l'oncologue et du fait qu'il interdit un traitement, un THS là pour préparer l'utérus, alors qu'il autorise la grossesse. La patiente, elle n'a pas vu qu'il y avait une espèce de contradiction. La patiente, si je pense qu'elle est bien au courant de la contradiction parce qu'elle nous reconsulte régulièrement pour faire un peu accélérer le processus. Après, c'est pas une patiente à moi, c'est une patiente du centre, donc je la connais pas personnellement. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement le couple est demandeur de réduire le délai. Je pense que c'est quelque chose d'important que tu as évoqué, hein, c'est de discuter personnellement avec l'oncologue et en ayant vu cette patiente. Vous perdez toujours de l'information lorsqu'on dilue comme ça. Je sais qu'on fonctionne tous de cette façon-là, hein, à partager nos patients maintenant, mais dans ce genre de cas bien particulier, la relation interindividuelle est indispensable, et en RCP éventuellement. Oui, on va ressolliciter effectivement. Est-ce que je peux parler? Mais je ne sais pas lever la main, je ne trouve pas le petit bouton. Oui, allez-y. Nous, on a eu quelques patientes comme ça en don d'ovocytes après des cancers du sein, et c'est vrai que l'utérus a quand même bien pâti des traitements. Et c'est vrai qu'on a du mal à avoir un endomètre de bonne qualité pour le transfert embryonnaire. Et on a dû négocier pied à pied et cas par cas pour faire des THS avant de faire le traitement pour les transferts d'embryons congelés, puisque nous, on travaille, enfin, là, en l'occurrence, c'était des embryons congelés pour les deux patientes auxquelles je pense, pour essayer d'avoir un endomètre réceptif, quoi. Parce que c'est vraiment compliqué, ça. Ok, merci. Voilà. Si une autre personne souhaitait intervenir. Non, je vous remercie en tout cas tous les intervenants de ce jour et d'avoir un peu essuyé les plâtres, comme je disais au début, sur ce premier webinaire, dont il y aura une deuxième partie la semaine prochaine. Donc, je vous invite à y participer. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée, enfin une bonne après-midi. Et je vous dis à bientôt et merci encore à vous tous. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.